Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur CNews pour 90 minutes info week-end. On va détailler ensemble et avec nos invités les différentes thématiques qui ont retenu l'attention parmi tous ceux qui constituent l'actualité de ce dimanche. Nos invités, je vous les présente. Nous accueillons aujourd'hui Bernard Cohen-Haddad. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du cercle de réflexion Étienne Marcel. À vos côtés, William Tay, président lui d'un autre cercle de réflexion. Bonjour William Tay. Le vôtre s'appelle Le Millénaire. En face, Samuel Fitoussi. Bonjour. Fondateur de la Gazette de l'étudiant, et Jonathan Sixou. Bonjour à vous. Bonjour Barbara. Journaliste chez Causeur. Beaucoup d'actualités à avoir en revue. Ce sera tout de suite après le Flash Info, signé d'Adrien Spiteri aujourd'hui. L'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne prendra sans doute 15 ou 20 ans. C'est ce qu'a déclaré Clément Beaune, le ministre délégué français aux affaires européennes. En attendant, il estime que Kiev peut entrer dans la communauté politique européenne proposée par le président Emmanuel Macron. À Shanghai, les transports publics reprennent partiellement. Après près de 2 mois de confinement dû au Covid-19, les restrictions sont progressivement levées dans la mégalopole chinoise. 4 des 20 lignes de métro de la ville ont redémarré ce dimanche. Et puis, c'est un soulagement pour tous les Parisiens. Kylian Mbappé reste au PSG. Annoncé avec insistance au Real de Madrid, l'international français continuera finalement son aventure avec le club de la capitale jusqu'en 2025. Une annonce faite hier soir au Parc des Princes à l'occasion de la dernière journée de Ligue 1. Elle est donc convaincue qu'il faut aller au plus près des Français pour être à leur écoute. Déclaration d'Elisabeth Borne aujourd'hui dans le JDD. Aussitôt dit, aussitôt fait. La première ministre est en déplacement dans le Calvados ce dimanche, dans la 6e circonscription où elle est candidate aux législatives. C'est un déplacement destiné à casser l'idée que les ministres seraient lointains et qu'ils ne s'intéresseraient pas à leurs problèmes quotidiens. On fait le point sur cette visite avec Marie Conan avant d'en discuter en plateau. L'opération séduction pour Elisabeth Borne est terminée. Tout au long du week-end, elle a pu rencontrer des agriculteurs, des commerçants. Elle s'est rendue dans différentes communes et notamment à la fête de Saint-Germain à Verson, une fête très conviviale. L'occasion pour la candidate aux législatives de se présenter aux électeurs, puisque si elle est originaire du Calvados, eh bien, elle est finalement peu connue. Elle a donc voulu se présenter. On a découvert une Elisabeth Borne moins froide, moins techno, plus conviviale, plus avenante, plus à l'écoute aussi des préoccupations de chacun. Je vous propose d'écouter ces quelques échanges avec les Calvadosiens. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour les enfants. Ça va bien? On fait une photo avec les enfants? Oui, bien sûr. Vous n'avez pas Saint-Aubin-sur-Mer par exemple? Si, mais alors... Moi j'en ai du siècle précédent avec moi sur la plage. C'est bien le bord de mer, mon cher. Ah bah, un peu plus cher, je pense. Il est là, le bord de mer. Alors comme ça, là, d'un seul coup, là, ça ne me vient pas, parce que j'ai l'émotion de vous voir aussi, C'est gentil. de vous rencontrer, mais Du coup, il faudra que je revienne alors. avec grand plaisir. Et puis, je vais vous prendre un prospectus. Ben voilà. Merci. Le bain de foule est pourtant un exercice tout nouveau pour Elisabeth Borne. Elle n'a jamais brigué de mandat, elle n'a jamais été élue. Et donc, ce week-end, on voit qu'elle a fait les efforts pour montrer aux électeurs du département qu'elle n'était pas juste une première ministre. Voilà, Marie Conan qui nous disait à l'instant, on découvre un autre visage d'Elisabeth Borne. Jonathan Sixou, c'est vraiment l'incarnation aussi de cette action qu'a prôné tant de fois Emmanuel Macron sur la fin de cette campagne. C'est surtout et d'abord nécessaire pour Elisabeth Borne qui doit se faire découvrir, se faire aimer des Français. Elle part avec, si je puis dire, un certain avantage, c'est que c'est pas une personnalité clivante d'ores et déjà. Elle ne crée pas, elle ne suscite pas de polémique par sa personne, par son passé, par ses prises de position dans les différents ministères qu'elle a occupés. C'est un exercice, somme toute, très classique, un politique qui fait les marchés pour une campagne électorale. C'est une circonscription, nous dit-on, qui lui est d'ores et déjà acquise, bien qu'il y a quand même une campagne et en principe 2 tours avant d'être élu. Ensuite, et encore une fois, il faut qu'elle se plie à cet exercice-là, cet exercice de sympathie pour se faire connaître et se faire aimer. Je note dans l'interview du JDD de ce matin qu'elle, si vous me permettez l'expression, elle ratisse large. Il y en a pour tout le monde. Et en cela, c'est très
extrême macronien, effectivement. Je notais dans l'une des dernières questions de l'interview, quand on lui pose ses goûts en art et en littérature, ça va des primitifs italiens à l'art contemporain. Je cite texto la réponse. Donc, si vous voulez, elle est dans l'exercice, encore une fois. Je pense qu'il faut accepter ce temps-là. Il y a d'autres personnalités beaucoup plus clivantes au sein de ce nouveau gouvernement. On en parlera dans quelques minutes. Je pense qu'on peut lui laisser le temps de s'installer et de faire, si je puis dire, connaissance avec les Français. C'est un exercice qu'on connaît par cœur de la part de candidats. C'en est un qu'on a vu moins de la part d'un Premier ministre, d'une Première ministre, tout juste nommée. C'est aussi en ça que ça se distingue. Mais elle est candidate aussi tout de suite après Noël. Samuel Fitoussi, c'est aussi casser cette image qu'elle a de femme technocratique, qui connaît ses dossiers, certes, qui est une excellente élève, qui le sera sans doute sous Emmanuel Macron, mais en tout cas un peu rigide. Oui, c'est ça, les éléments de langage ont été beaucoup répétés, elle connaît ses dossiers, elle est technocrate, elle est sérieuse, etc. Et effectivement, elle est relativement consensuelle, elle ne clive pas, ce qui est assez quand même étonnant parce qu'elle a été chef de cabinet du gouvernement de Ségolène Royal, personnalité très à gauche, et on aurait pu s'imaginer que, idéologiquement, ça agace l'aile droite quand même de l'électorat macroniste, habitué à Jean Castex, issu des Républicains, et Édouard Philippe, mais ça n'a pas été le cas, effectivement, parce que sa personnalité, elle compense par une personnalité qui plaît aux Français. Alors cela dit, est-ce que les Français entendent encore ces vœux pieux qui ne datent pas d'hier? Nous allons venir vous voir au plus près dans votre vie quotidienne pour mieux répondre à vos inquiétudes. Vous avez parfaitement résumé l'inquiétude des Français et les grandes interrogations. Parce que depuis le nombre d'actes 2 promis par Emmanuel Macron, notamment depuis la question des Gilets jaunes, sa grande rénovation, le fait qu'il devait écouter les territoires au moment des Gilets jaunes, qu'il devait recevoir plus de Français, qu'il devait faire plus de démocratie directe. Et puis ensuite, au second tour de l'élection présidentielle, il nous a dit « je vais refonder et rénover la politique française, vous allez voir ce que vous allez voir ». Et au final, on arrive avec Borne Premier ministre, Darmanin qui reste au même poste, Le Maire qui reste au même poste, Dupond-Moretti qui reste au même poste. Ça s'appelle une grande révolution, comme on l'appelle. Donc on parla tout à l'heure de la nomination du nouveau ministre de l'Éducation nationale. En gros, il faut que tout change pour que rien ne change. Et on continue exactement comme avant. On peut se poser la question sur pourquoi est-ce qu'il a mis 4 semaines pour composer un gouvernement comme ça. Et on peut se douter en fait de ces questions d'intention. Moi, je trouve que sur les questions des intentions, Emmanuel Macron est quasiment le président parfait. Il veut refonder l'Union européenne. Il veut qu'il y ait la paix entre l'Ukraine et la Russie. Tout le monde veut cette paix. Il veut qu'il y ait plus d'SDF. Il veut qu'il y ait plus de pauvres. Donc sur les intentions, tout va bien. La seule question que les Français se posent, c'est est-ce que les actes correspondent aux intentions? Et c'est là où on a une difficulté. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se douter qu'avec une composition de gouvernement telle, composée pratiquement que de techno, eh ben on peut avoir une question de proximité avec les Français. Est-ce que vous voyez beaucoup de classes populaires, en fait? Est-ce que vous voyez la question du pouvoir d'achat, la question des classes moyennes, la question de la méritocratie qui sont incarnées par ce gouvernement? Je pense qu'il y a une dissonance incroyable chez Emmanuel Macron entre les intentions et les actes. Elisabeth Borne dit « je suis sur le terrain et je suis mobilisée pour gagner ». On parle là d'une campagne qui se terminera le 19 juin, donc qui pourrait aussi être très courte. Qui pourrait être très courte comme son premier gouvernement. C'est-à-dire que c'est aussi un gouvernement de transition. Mais moi, je crois que c'est important qu'elle aille sur le terrain. On a eu par le passé des premiers ministres qui sont arrivés, qui étaient des techniciens. Vous savez, le plus grand économiste de France, c'était Raymond Barre. Et après, il est devenu maire de Lyon et un grand maire de Lyon. Ça date un peu. Oui, mais c'est une réalité institutionnelle. Puis on a eu Dominique de Villepin, qui n'a jamais été un élu. Et pourtant, qui a fait un discours superbe à l'ONU. Donc, on a besoin, et les élus ont besoin, et surtout les citoyens, de ce contact avec nos élus, ce qui limitera peut-être la façon qu'on ait uniquement un gouvernement de techniciens. Et puis, c'est important que la Première ministre, contrairement à d'autres, je pense à Jean-Luc Mélenchon, aille sur le terrain se faire élire ou se faire battre. Moi, j'espère qu'elle sera élue parce que c'est important pour elle qu'elle ait ce contact avec... se frotter au vote des Français. Se frotter au vote des Français, d'une France rurale, mais aussi d'une France industrielle. Le Calvados, c'est pas rien. C'est une tradition laitière et rurale, mais aussi une tradition économique. Et c'est important pour elle qu'elle aille au contact parce que c'est la réalité de tous les jours. C'est ce que nous vivons, nous, les simples mortels de nos territoires. En même temps, c'est audacieux, comme vous le dites. Elle joue aussi son poste, quelque part, dans cette campagne législative. Oui, effectivement, parce que si elle n'est pas élue députée, peut-être qu'elle ne sera pas reconduite Première ministre. C'est tout l'enjeu de cette échéance. En même temps, elle est chef de la majorité parlementaire. Quand vous êtes Premier ministre, notamment d'un gouvernement réélu, c'est vous qui devez mener la campagne des élections législatives. Édouard Philippe a mené la campagne législative pour LREM en 2017, ce qui avait conduit notamment au fait que la droite ait perdu beaucoup de députés. Jean-Marc Ayrault a mené la campagne législative pour le PS en 2012. Donc à chaque fois que vous avez un Premier ministre qui est nommé à la suite d'une élection ou d'une réélection d'un président de la République, c'est lui qui mène la campagne non seulement pour son propre cas s'il est candidat aux élections législatives, mais également pour tout
les candidats en fait LREM. Et donc le rôle d'Elisabeth Borne, c'est pas uniquement de faire campagne uniquement dans le Calvados, c'est également de faire campagne et soutenir les candidats LREM pour soutenir et d'avoir une majorité absolue. Parce que la question qui se pose à l'élection législative, c'est pas est-ce que Emmanuel Macron va arriver en tête des élections législatives, vraisemblablement il le sera. La question c'est est-ce qu'il a une majorité absolue ou est-ce qu'il a une majorité relative? Emmanuel Macron arrivera en tête, enfin la République en marche. Pour l'instant, rien n'est gagné. Jean-Luc Mélenchon continue de faire une campagne très efficace, très agressive. Et à force de dire qu'il va perdre, il faut, je pense, être très prudent. Elisabeth Borne est fin politique, je pense. Elle est aussi aidée par les équipes de la Macronie pour renforcer tous les postes, les candidatures clés à travers le territoire. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'ils font vraiment le travail nécessaire pour être réélus. Ils ont réussi à mettre des candidats dans toutes les circonscriptions. La campagne, vraisemblablement, n'a pas officiellement commencé, mais il y aura plusieurs cas, je pense, de situations où la République En Marche sera confrontée à des élus de terrain. Je pense par exemple à des républicains qui, eux, sont ancrés localement, et donc peut-être qu'il y aura là des questions qui se poseront localement et ponctuellement, mais à une échelle nationale, bien qu'on parle de législative. Je pense que Elisabeth Borne peut créer la confiance, effectivement, autour de la majorité présidentielle. Alors, même si on ne sait pas ce qui se passera évidemment dans un mois, il faut se projeter aussi plus loin. Parmi les dossiers brûlants qui incombent aussi à la nouvelle Première ministre, il y a le dossier des retraites. Dans le JDD, Elisabeth Borne dit que c'est une réforme nécessaire. On va revenir en détail là-dessus avec Alexis Vallée avant d'en discuter. Travailler jusqu'à 65 ans, ce n'est pas un totem pour Elisabeth Borne. Mais la Première ministre veut bel et bien mener la réforme des retraites souhaitée par Emmanuel Macron. Une réforme qu'elle juge nécessaire. Il y a besoin de pédagogie et de dialogue. Réformer les retraites, c'est préserver des marges de manœuvre pour agir sur des politiques essentielles. L'ancienne ministre veut prendre en compte les différences de conditions de travail, comme la pénibilité ou l'usure professionnelle, et revaloriser les pensions à 1 100 €. Un travail, selon elle, qui nécessitera en priorité des concertations avec les partenaires sociaux. Je suis profondément convaincue que les bonnes réformes se bâtissent dans le dialogue avec tous les acteurs et en proximité. Elisabeth Borne veut rassurer sur les retraites. Et face à ceux qui prônent l'âge de départ à 60 ans, elle les accuse de mentir aux Français. Faut-il s'attendre à une rentrée sociale? Est-ce que les Gilets jaunes vont se préparer à reprendre aussi leur lutte par rapport à cette réforme? Je ne sais pas, mais je suis assez d'accord avec la phrase d'Elisabeth Borne qui dit que pour pérenniser notre modèle social, il faut justement faire des choix. Un pays produit une somme de richesse qu'il faut répartir. Ensuite, on peut faire des choix. Par exemple, on peut choisir effectivement de partir à la retraite tôt, mais il faut que ce soit compensé pour ne pas avoir un déficit public tous les ans par une baisse de la redistribution autre part. Et par exemple, c'est assez étonnant de voir que le parti de Jean-Luc Mélenchon ne propose que justement des redistributions supplémentaires, une baisse de la retraite qui n'est pas compensée. On peut effectivement discuter de quels sont les choix que devrait faire en priorité un pays développé, mais il faut avoir conscience que ce sont des arbitrages. C'est ça, les arbitrages. On n'est pas d'accord sur l'arbitrage ou en tout cas la répartition, le soutien financier apporté à telle ou telle réforme. Il faut expliquer pourquoi est-ce que les pays veulent faire la réforme des retraites. Pour différentes raisons. Premier point, c'est l'évolution démographique. C'est-à-dire que dans les pays occidentaux, lorsqu'on a mis en place la retraite à 60 ans dans les différents pays, l'âge de décès était beaucoup plus avancé que ce que nous avons maintenant. Et avec le gain d'espérance de vie, du coup, on doit travailler plus tard. Et pourquoi est-ce qu'on fait la réforme des retraites? Pour deux raisons. Un, pour les questions d'équilibre des finances publiques. C'est qu'on vit sur une question de système de répartition. Ça veut dire que des gens cotisent. Et ensuite, le système de retraite permet de redistribuer aux retraités la question du gain produit par les salariés. Mais quand vous avez ce système en place, notamment mis en place par le CNR, à l'époque par le général de Gaulle, vous aviez beaucoup plus d'actifs, donc de gens qui travaillaient, que de gens à la retraite. Maintenant, la part est en train de s'équilibrer. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il faut des gains de productivité. C'est-à-dire que la France travaille en moyenne d'heures travaillées et au long de la vie beaucoup moins que les autres pays. C'est pour ça qu'on veut reculer la question de l'âge de départ à la retraite. C'est parce que ça permet en fait d'étendre... Et en même temps, il ne faut pas accuser les Français de ce genre de propos. C'est ce que diraient des hommes des politiques, justement, pour dire mais en tout temps... Entre-temps, les Français, certains se sentent injustement traités. Ils trouvent qu'ils ne profitent pas assez du reste de la vie. Et vous leur dites, mais vous travaillez beaucoup moins que d'autres. Il faut dire la vérité aux gens, parce que pendant 40 ans, on ne leur a pas dit la vérité. Quand vous prenez la moyenne d'heures travaillées par semaine et au long de la vie, les Français ont moins travaillé que les autres pays, comme l'Allemagne et les États-Unis. Et comment ça a résulté? Vous prenez le PIB par habitant, donc la moyenne de richesse créée par un seul habitant.
la France, l'Allemagne et les États-Unis travaillaient et donc du coup gagnaient la même somme, environ $30 000 par an en 1980 en taux de conversion égal. Et aujourd'hui, les États-Unis gagnent 2 fois plus que nous alors que le niveau de vie moyen des Français s'est réduit. Pourquoi est-ce qu'on parle des problématiques de pouvoir d'achat ? Parce que le nombre de créations de richesses n'a pas augmenté en parallèle. Et c'est pour ça que les Allemands, malgré le fait qu'il y ait beaucoup plus de travailleurs pauvres, vous n'avez pas des questions notamment portées sur l'inflation et sur la question du pouvoir d'achat parce qu'ils gagnent beaucoup plus d'argent que nous. Bernard Cohen, le monde du travail, vous connaissez très bien aussi. Ce sera la grande réforme du quinquennat et il faut que ce le soit parce qu'on a vu que cette réforme de retraite a chopé face à une bronca à la fois des organisations syndicales. Mais qu'on peut craindre de nouveau. On peut craindre, mais on a vu les syndicats aussi regonflés par les résultats de la présidentielle. Vous l'avez dit, il y a une vraie inquiétude chez les salariés et chez les indépendants. Aujourd'hui, un indépendant, un commerçant, un artisan qui part à la retraite, il n'a pas 1 000 €, il n'a pas 500 € parfois. Et là, j'ai lu dans le JDD ce matin que les pensions seraient à minima à 1 100 € ou à 1 000 €. Cette réforme, elle est indispensable. Le problème, c'est est-ce qu'elle est supportable à la fois pour les entreprises et pour les Français, alors qu'on a des déficits monumentaux, abyssaux en matière de fonds retraite et aussi de sécurité sociale. C'est un vrai enjeu. Est-ce que le président ira sur le même débat, sur le même texte ou pas ? C'est ça l'enjeu. Mais j'ai lu ce matin que cette réforme aurait lieu et certainement elle aura lieu. Allez, on va poursuivre la discussion juste après le flash à fond d'Adrien Spiteri. Vous en parliez justement, Elisabeth Borne défend la réforme des retraites. Dans une interview accordée au JDD, la nouvelle première ministre dit vouloir ne pas mentir aux Français. Selon elle, le passage de la retraite à 65 ans est indispensable pour assurer le financement de notre modèle social. Le Canada, frappé par de violents orages, 4 personnes ont perdu la vie dans l'est du pays selon les autorités. Samedi, 900 000 foyers étaient toujours privés d'électricité. Et puis, de nouveaux cas de variole du singe au Royaume-Uni. La semaine dernière, 20 malades avaient déjà été recensés dans le pays. Un sujet que le gouvernement britannique dit prendre très au sérieux. De son côté, l'Organisation mondiale de la santé s'attend à ce que de nouveaux cas soient identifiés dans le monde. Allez, on passe à la nomination de Madame la Première ministre qui fait plus polémique que d'autres, celle de Pape Ndiaye à l'Éducation nationale, un historien accusé d'indigénisme et de wokisme par certains. Dans le JDD, Elisabeth Borne a défendu ce choix. Selon elle, Pape Ndiaye poursuivra la mission lancée par Jean-Michel Blanquer. Est-ce que nos invités pensent la même chose ? On voit ça dans un instant après les précisions de Laura Cambo. 2 jours après le remaniement, la nomination de Pape Ndiaye cause toujours des remous. Du côté des Républicains, Jean-François Copé s'inquiète des prises de position du nouveau ministre de l'Éducation. L'islamo-gauchisme, le fait de porter de l'intérêt à des mouvements dont on sait qu'ils sont animés par des objectifs de déstabilisation. Pour aller vite, le mouvement woke. Le président du Rassemblement national, lui, qualifie Pape Ndiaye de militant communautariste et indigéniste et s'offusque sur les réseaux sociaux. On voit bien que l'idéologie woke, la déconstruction progressive et minutieuse et culturelle de la nation française va désormais habiter le ministère de l'Éducation nationale. Je crois que c'est une décision qui est très grave, peut-être la plus grave qu'ait pris Emmanuel Macron. La majorité La République En Marche continue de défendre son arrivée rue de Grenelle. Le ministre Clément Beaune qualifie la polémique de dérive et d'emballement du débat public. C'est un homme qui a toujours justement tenu ce sens de la nuance, qui n'est pas du tout, comme on le présente de manière éhontée, assez scandaleuse, comme un wokiste, un indigéniste, un communautariste. Ça n'est jamais son propos. Certains syndicats de l'enseignement public affirment qu'ils le méconnaissent encore. Ils attendent d'en savoir plus sur sa feuille de route avant de se prononcer. Samuel Fitoussi, la polémique, elle a enflé partout, mais c'est vrai que les Français ne le connaissent pas bien. Et justement, je pense qu'il est très important de rappeler quelques éléments sur les prises d'opposition passées du nouveau ministre de l'Éducation nationale. Il a signé une tribune en 2020 qui expliquait que la France gardait des traces du code de l'indigénat et que Emmanuel Macron, et à travers Emmanuel Macron, il visait justement Blanquer, menait un combat contre l'antiracisme. Il défend l'intersectionnalité, il fustige, je cite, le républicanisme rigide et, je cite encore, l'universalisme chauvin d'hommes blancs hétérosexuels. Il croit, c'est ces mots, à un racisme structurel dans le pays et il explique que pour les Français, être français, c'est encore être blanc. Et il explique même que la société est gangrenée par la stigmatisation quasi officielle
des immigrés. Alors, on n'a pas le temps de t'énumérer toutes ces positions il y en a peut-être, mais en beaucoup tout cas, d'autres à du coup, énumérer. cette nomination pour vous, elle est problématique. Et cette nomination pour moi est extrêmement problématique. La gauche essaye d'allumer un contre-feu pour dire que ceux qui critiqueraient cet homme seraient racistes. Non, il faut le critiquer pour ses idées. C'est extrêmement étonnant que Macron, après avoir installé Blanquer pendant 5 ans, qui menait une politique en fait opposée aux idées de ce nouveau ministre de l'Éducation nationale, installe maintenant cet homme. L'idée que ça renvoie, c'est que la politique menée en France indiffère Emmanuel Macron. Sinon, comment concilier ces deux nominations différentes? Et entendre Elisabeth Borne qui dit que ça s'inscrit dans la lignée de ce que fait Jean-Michel Blanquer, ça paraît... Elle doit assurer le poste, le job. On dirait donc qu'elle est dans son rôle en disant ses propos, en tenant ses propos. Le petit sujet se terminait par attendons la fin de la feuille, attendons la feuille de route. Oui, attendons la feuille de route. Je ne pense pas qu'Emmanuel Macron dira à son ministre de l'Éducation nationale déconstruisez. Voilà, on voit Elisabeth Borne qui dit qu'il aura à cœur de capitaliser sur ce qui a été fait sous le précédent quinquennat. Voilà. Donc, est-ce que c'est conciliable a priori, c'est totalement infaisable, puisque ce sont deux personnalités totalement antagonistes et qui ont même, au-delà de leur personnalité, des visions de la République et des visions de la laïcité qui sont totalement antagonistes. Avec ce que vous citiez comme sortie de M. Ndiaye, on voit bien que cet universitaire qui a fait une partie de sa carrière aux États-Unis importe en France des problématiques, des problèmes américains. Non, le pays dans lequel nous vivons n'est pas structurellement raciste comme certains États américains le sont. Non, la race n'est pas un sujet en France et il l'est aux États-Unis historiquement depuis toujours. Donc il importe, il n'est pas le seul, mais c'est ce mouvement, ce mouvement universitaire qui importe et qui sédimente dans la société et souvent très profondément ce type de sujets qui ne font que fracturer la société française. Moi, je crois qu'il faut faire attention, de ne pas faire de procès d'intention. On sait ce qu'il pense. Demain, il devient ministre. Je me demande si certains ne lui reprochent pas déjà prioritairement d'être franco-sénégalais. Je crois qu'il faut dire les choses aussi. Moi, je mets le pied dans la mare là-dessus. Bah oui, il faut dire les choses. Et puis, rappelons que dans l'interview du JDD, elle a dit, Elisabeth Borne, qu'une des priorités de son gouvernement, c'était l'éducation. Et qu'effectivement, le travail qu'a fait Jean-Michel Blanquer était pour une école laïque et républicaine, et on verra très vite si ces orientations sont maintenues. C'est le minimum qu'on attend d'un ministre de l'Éducation nationale qui soit laïque et républicain, et qui soit contre le wokisme et la cancel culture. Sauf qu'en dessous de toute cette polémique et au bout de l'échelle, il y a l'éducation de ses enfants, de nos enfants, et qu'on n'est pas là pour les baltringuer d'une théorie à une autre non plus. Et la place des enseignants et des syndicats d'enseignants qui, croyez-moi, ne se laisseront pas faire. Ils sont des hussards de la République, pour en prendre une expression ancienne. Ils sont très attachés à l'enseignement, surtout dans les quartiers populaires et les quartiers difficiles. Il faut que l'école de la République reste ce creuset où l'on peut penser et parler. C'est pas toujours facile. Je ne veux pas citer Samuel Paty. Vous voyez la difficulté qu'on a aujourd'hui à défendre les valeurs de la démocratie et de la républicaine, de la laïcité. Ce sera ça l'enjeu des prochaines semaines. Est-ce que cette nomination ne laisse pas justement penser qu'on a aussi fait des priorités? On va viser un certain type d'élèves dans certaines types d'écoles ou de régions. Je disais tout à l'heure qu'Emmanuel Macron avait quasiment rien changé, mais l'un des seuls bons points où on peut lui reconnaître, c'était la nomination de Blanquer, qui a permis de rehausser le niveau, notamment après la pire catastrophe de l'histoire, qui était la Najat Vallaud-Belkacem. Pour laquelle Brigitte avait œuvré, nous avait-on dit à l'époque. Elle avait tout à fait raison. Et là, maintenant, ils rompt avec la ligne Blanquer. Mais pourquoi est-ce que Pape Ndiaye rompt avec la ligne Blanquer? D'une part, il rompt avec la ligne républicaine et laïque de Blanquer, notamment parce que Monsieur Pape Ndiaye dit en gros qu'il veut importer les thèses wokistes. Et en ça, c'est une distinction du modèle culturel français. Parce que vous avez un modèle singulier, unitaire français, et lui veut importer en gros le modèle multiculturel wokiste américain. Et c'est ça la grande disruption de Pape Ndiaye. C'est pour ça que les gens s'inquiètent sur la question de Pape Ndiaye. C'est pas uniquement parce qu'il est franco-sénégalais, il a une carrière qui est brillante sur le plan universitaire. C'est pas ça qu'on lui conteste. Ce qu'on lui conteste, c'est sa ligne politique. Le deuxième point, c'est que Jean-Michel Blanquer, notamment dans les réformes qu'il avait mises en place, avait remis en place la question de la méritocratie. Ce que veut mettre en place Pape Ndiaye, c'est qu'en gros, il veut mettre en place la discrimination positive et donc rompre avec le modèle méritocratique français. Et donc, il veut rompre avec les traditions qui ont fait le creuset et l'excellence française. Alors que quand on regarde les différents classements de Shanghai, et notamment sur les différents classements PISA... On dégringole. La France dégringole. On voit notamment qu'on dégringole sur plusieurs points, sur la question de l'inégalité, sur la question du niveau des élèves. Les seuls pays qui arrivent à s'en sortir, c'est les pays est-asiatiques, parce qu'ils ont remis en place la question de la méritocratie en avant. D'où aussi cette idée de réintroduire les mathématiques dans le tronc commun.
ça, c'est alors que lui, un rétropédalage du quinquennat précédent. Il va rompre et notamment poursuivre les dérives d'Emmanuel Macron, notamment mettre en place la discrimination positive, c'est-à-dire que vous choisissez plus en fonction du mérite de chacun, qu'importe la distinction d'origine, de race et d'opinion, mais uniquement en fonction des origines sociales et de la couleur de peau. Est-ce que c'est ça le modèle qu'on veut pour nos enfants en termes de modèle de société? Et je pense que c'est pour ça que des gens auraient des raisons de s'inquiéter. Et pourquoi est-ce que les gens font des polémiques? Je rajoute ce dernier point, c'est parce qu'on connaît Emmanuel Macron. Dès qu'on va faire une polémique, et dès qu'il y aura 2-3 types qui vont défiler avec un drapeau, il va reculer. Donc si on fait ça, il reculera. On connaît Emmanuel Macron précisément, et c'est pour ça que cette nomination n'est finalement pas si spectaculaire, dans la mesure où Emmanuel Macron promeut un monde multiculturel, mais Emmanuel Macron promeut, ou du moins idéalise et aimerait l'importer ici, une Europe fédérale, une Europe une Europe sans frontières, une Europe d'individualisme qui est interchangeable, etc. Et donc les valeurs promues par Pape Ndiaye se retrouvent dans ces valeurs macroniennes. Et c'est là où Emmanuel Macron nous perd en permanence depuis plus de 5 ans, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il pense, on ne sait pas ce qu'il veut pour l'avenir de notre pays. Je pense qu'il faut aussi dire que l'idéologie de ce ministre peut faire beaucoup de mal dans les salles de classe. C'est une idéologie qui est obsédée de la race, comme vous l'avez dit. Dans son rapport sur l'opéra de Paris, Pape Ndiaye avait mis 60 fois le mot noir, 80 fois le mot blanc. Et cette idéologie aux États-Unis, par exemple, passe par la théorie critique de la race. Une théorie qui consiste à dire aux élèves blancs qu'ils sont racistes sans le savoir inconsciemment et qu'il faut qu'ils luttent contre leur biais inconscient. Et qu'est-ce que ça revient à dire? Ça revient à leur dire d'adapter leur comportement consciemment à la couleur de peau de leur interlocuteur. C'est extrêmement délétère. Tous les témoignages, toutes les études montrent que ça crée des divisions, ça clive selon des critères de race, ça crée les blancs, les noirs, les juifs, etc. C'est extrêmement néfaste et il ne faut surtout pas importer cette idéologie dans nos salles de classe. Ce serait une catastrophe pour le modèle français. On vous a tous entendus sur cette thématique. On poursuit nos discussions, nos débats sur l'antenne de CNews dans quelques minutes, le temps d'une coupure publicité. À tout de suite. Bientôt 16h, bienvenue si vous nous rejoignez dans 90 minutes Info Week-end. On va poursuivre nos discussions et nos débats sur l'actualité, notamment politique, de ce dimanche avec nos invités dans quelques instants. D'abord, on fait le point sur les principaux titres de l'information avec Adrien Spiteri. Joe Biden est arrivé au Japon après la Corée du Sud. Le président américain continue son voyage diplomatique en Asie. Il rencontrera lundi le Premier ministre japonais Fumio Kishida. Au cœur des discussions, la menace nucléaire en Corée du Nord. Gérard Larcher veut un débat chez les Républicains. Invité du grand rendez-vous sur CNews et Europe 1 ce matin, le président du Sénat a dit vouloir une opposition claire dans ses choix. Après la débâcle des présidentielles, plusieurs ténors du parti ont rallié la majorité d'Emmanuel Macron. Et puis le réalisateur français Arnaud Desplechin présidera le jury du Festival du cinéma américain de Deauville. L'événement aura lieu du 2 au 11 septembre prochain. Actuellement en compétition au Festival de Cannes avec Frères et Sœurs, Arnaud Desplechin succède à Charlotte Gainsbourg, présidente du jury en septembre dernier. De retour en plateau où Élodie Huchard nous a rejoint. Bonjour Élodie. Bonjour. Du service politique de CNews. On va revenir sur ces réactions. Il y en a un en tout cas qui, malgré cette nomination d'Elisabeth Borne effective depuis quelques jours, se voit lui toujours Premier ministre à sa place. C'est Jean-Luc Mélenchon. On l'écoute d'abord. Cette femme est Premier ministre pour un mois. Je suis candidat à être Premier ministre dans un mois. Dans un mois, les élections législatives auront lieu, une nouvelle Assemblée aura lieu, un nouveau chef de gouvernement se présentera devant l'Assemblée pour obtenir un vote de confiance. Si vous n'êtes pas élu, ça peut être une hypothèse. Ça sera elle. Merci de cette précision que tout le monde avait, à mon avis, compris avant. Donc, c'est un processus politique. Ce n'est pas vrai que circonscription par circonscription, c'est des histoires. Alors, permettez-moi de vous dire d'abord que je demande qu'on comprenne le coup d'audace que nous sommes en train de faire. Dans la Ve République, nous renversons la table présidentialiste et nous mettons au premier plan l'intervention du Parlement en disant « élisez-moi Premier ministre ». Tout le monde comprend depuis qu'on n'élit pas le Premier ministre, mais des députés qui portent une majorité. Donc, si vous voulez Mélenchon Premier ministre, vous prenez le bulletin où il y a un V dessus et ça vous donne une majorité NUPS. Et ça, c'est le monde qui change, parce que tout d'un coup, l'inversion du calendrier se retourne contre la présidentialisation. Et pour parler de cette stratégie de la NUP ou de la NUPS, donc si on a bien entendu comment Jean-Luc Mélenchon le prononçait lui-même, on est en direct avec Sabine Cristofani
Viguelion. Bonjour à vous. Vous êtes candidate NUPS aux législatives dans la 4e circonscription du Var. On vient donc d'entendre Jean-Luc Mélenchon qui parle d'audace et donc d'un coup d'audace auquel vous vous préparez donc dans la circonscription du Var dans laquelle vous êtes candidate. Bonjour, alors c'est Sabine Cristofani Viglione et oui, j'ai entendu Jean-Luc Mélenchon et je souscris tout à fait à ce qu'il a dit puisque si je me présente à ces élections législatives, c'est pour être élue à l'Assemblée nationale et pour porter notre projet, le projet de la NUP. Ça veut dire qu'on est au-delà de l'audace, il y a un projet derrière, des idées auxquelles vous croyez, on n'est pas dans un coup d'éclat. Ah non, pas du tout. On n'est pas dans, une union factice. On est on est pour une union autour d'un programme. Alors ça a commencé par 10 propositions et ça s'est terminé par un programme avec 650 propositions qui, pour ne laisser aucune place, si on est là à l'Assemblée nationale en majorité, on saura régler toutes les difficultés qui se présenteront à nous. Alors face à vous, il y a Éric Zemmour. Selon un sondage, il serait qualifié pour le second tour. Vous seriez-vous en 4e position avec 19% des intentions de vote. Alors j'imagine que vous avez vu, que j'étais à 19% des intentions de vote, mais très proche de monsieur Lotio. Et puis permettez-moi de vous rappeler qu'on a vu ce que donnaient les sondages pour monsieur Mélenchon à 4 semaines du premier tour. Donc je prends moi ce sondage comme très encourageant et l'avenir nous donnera la suite. On peut dire en tout cas que sa présence peut-être a le mérite de mettre la lumière sur votre département et on s'y intéresse d'un peu plus près. Élodie Huchard du service politique est avec nous, elle a aussi des questions à vous poser. Oui, bonjour. Ma première question, on le voit, Jean-Luc Mélenchon personnalise beaucoup cette campagne. Il explique que vous allez avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Pour le moment, vous avez 17 sièges. A priori, vous en aurez beaucoup plus, mais pas forcément la majorité. Est-ce que cette stratégie, forcément, ne va pas mener à la déception, puisqu'à partir du moment où le pari de Jean-Luc Mélenchon ne sera pas rempli, on va dire que finalement, il n'a pas réussi son pari? Alors oui, peut-être que moi je ne vais pas vous cacher que à la fin, après le premier tour des présidentielles, j'étais déçue. Pour autant, je suis repartie bille en tête et je suis sûre que beaucoup de militants et de militantes feront comme moi. On est là pour améliorer la vie des gens. On est une force positive, une force de proposition. Et si jamais ça devait arriver, pour ma part, moi, je pense que nous pouvons avoir la majorité, les 289 députés à l'Assemblée nationale. Mais si jamais ça devait arriver, ce n'est pas pour autant que nous cesserons le combat. Et localement, comment ça s'est passé, cette alliance? On sait qu'il y a des circonscriptions où ça a tangué un petit peu. Est-ce que vous avez réussi à faire l'unanimité facilement à gauche? Est-ce qu'il y a eu des tractations un petit peu compliquées avec vos camarades de gauche sur votre territoire? Alors, les tractations ont eu lieu au niveau national. Ensuite, divers candidats de la NUP ont été validés. Par exemple, à côté, dans la circonscription d'à côté, sur la 6e, c'est un candidat issu du Parti communiste, Monsieur Bola, qui est le candidat de la NUP. Et nous avons fait une conférence de presse commune mardi à Toulon. Et nous militons ensemble sur le terrain d'ores et déjà. Donc non, ça ne pose strictement aucun problème. Et nous sommes là tous ensemble pour faire gagner ce programme. Rappeler que le Var vote traditionnellement à droite. On peut se rappeler que la France Insoumise faisait 7,35% aux législatives. En 2012, le Front de gauche, 4,28%. Vous êtes plutôt minoritaire dans le cœur de l'électorat varois. Alors oui, mais on peut toujours s'appuyer sur les plus mauvais chiffres. Enfin, moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce que je vois, c'est qu'il y a une réelle dynamique sur le terrain. Depuis les élections présidentielles, qui auraient pu, comme je l'avais dit tout à l'heure, être une déception, quasiment tous les jours, dans nos groupes d'action, de nouveaux militants, de nouvelles militantes arrivent pour s'impliquer dans la campagne des législatives. Et pour faire que l'on gagne, parce qu'on y croit, et ils y croient, et elles y croient également. Vous devez convaincre ces électeurs dont le cœur penche à droite. On parlait tout à l'heure de l'implication des politiques. Elisabeth Borne qui rappelle qu'il faut aller, selon elle, plus près de la vie quotidienne des Français. On parle des législatives. Quelles actions mettez-vous, vous, en avant pour cette campagne, pour séduire cet électorat qu'il va falloir aller chercher?
Alors, je ne parlerai pas du terme séduire, je n'emploierai pas ce terme-là, je dirais plutôt convaincre. Et en fait, je fais comme je fais depuis 5 ans, c'est-à-dire que je fais du porte-à-porte avec les militantes et les militants. Je tracte sur les marchés, pas uniquement depuis que les caméras se sont tournées vers moi. Je suis une militante de terrain et je continue dans cette lignée. Que leur proposez-vous, on va dire concrètement aussi, pour améliorer le quotidien des Varois ? En fait, je leur propose notre programme, c'est-à-dire un programme qui est principalement, qui est axé sur l'augmentation du pouvoir d'achat. C'est-à-dire le SMIC à 1 500 €, la retraite à 60 ans et surtout une retraite qui ne soit pas au-dessous du SMIC, une aide de 1 063 € pour les étudiants, toutes ces mesures qui feront qu'ils arrêteront de survivre, qu'ils pourront vivre réellement, et puis des mesures également qui auront une influence sur l'écologie, parce que c'est par l'augmentation du pouvoir d'achat qu'on peut améliorer la bifurcation, qu'on peut mettre en place une réelle bifurcation écologique. Et quelle est l'ambiance sur le terrain, c'est-à-dire avec à la fois les militants et même les personnalités que vous rencontrez sur le terrain? Est-ce que les gens, on sort d'une présidentielle, on a beaucoup parlé politique, est-ce que vous sentez qu'il y a encore une appétence pour cette campagne, que les gens viennent vous voir, ou est-ce que c'est un peu compliqué d'aller au contact du public? Alors, comme je vous l'ai dit, les gens nous contactent, soit par mail, soit pour venir nous aider, nous donner un coup de main durant cette campagne. Et sur les marchés, ce matin, à la Croix-Valmer, j'ai discuté avec des commerçantes et des commerçants qui s'intéressent au fait qu'ils vendent de moins en moins parce que les gens n'ont pas le même pouvoir d'achat qu'auparavant. Et donc, oui, on trouve toujours des personnes avec qui discuter et qui savent bien que la politique est très importante parce que quand on ne s'intéresse pas à la politique, par contre, la politique s'intéresse à nous. Vous venez de parler justement des commerçants de votre circonscription qui ont souffert sans doute aussi pendant la crise du Covid. Quel regard ils ont maintenant sur les aides notamment qui ont pu être mises en place par le gouvernement? Est-ce qu'ils vous disent que quand même, d'une certaine façon, ça a pu les aider, ou est-ce que vous sentez qu'il y a encore une souffrance de leur côté? Bien sûr, ça a pu les aider. Par contre, là, pour cette situation sanitaire précise, durant cette situation sanitaire, mais actuellement, la baisse de leur pouvoir d'achat est phénoménale avec l'augmentation du prix de l'essence. Sur notre territoire, les transports en commun sont très peu présents. Moi, j'ai l'exemple concret, par exemple, des aides à la personne, des aides-soignantes qui viennent lors des hospitalisations à domicile. Elles connaissent leur planning du jour au lendemain. Elles sont envoyées d'un côté à l'autre du territoire qu'elles couvrent. Et cette augmentation du prix de l'essence, forcément, grève fortement leur pouvoir d'achat. Donc, que ce soit les commerçants ou les autres personnes, les travailleurs et les travailleuses, tout le monde est préoccupé par cette question. On a parlé tout à l'heure des négociations. Enfin, Élodie Huchard a tenté d'en savoir plus auprès de vous sur comment ça s'était passé avant. Est-ce qu'on peut évoquer maintenant peut-être l'après? Comment envisagez-vous le second tour, s'il fallait faire d'autres alliances ou pas? Quelle est votre position? Alors clairement, si je suis dans la situation de me maintenir au second tour, et je le serai, n'est-ce pas, aucune alliance autre que celle que nous avons faite dans le cadre de la NUP ne sera effectuée. Dans le doute, si vous n'étiez pas au second tour, qu'on était face à un second tour Éric Zemmour face à Renaissance, est-ce que vous feriez un choix très clair? Est-ce que vous donneriez une consigne de vote, ou est-ce que vous resteriez silencieuse sur votre choix? Je dirais aux électeurs et aux électrices de faire en leur âme et conscience, parce que évidemment, M. Zemmour incarne ses idées, incarne tout ce contre je me bats, tout ce contre quoi nous nous battons au jour le jour, tous les jours sur le terrain. Mais par exemple, Sereine Mauborgne, elle, est comptable du bilan du gouvernement, qui est déplorable pour les citoyens et les citoyennes. Il nous reste une petite minute puisqu'on parle de mieux connaître aussi ces élus locaux. Est-ce que vous pouvez nous résumer peut-être un peu votre parcours politique? Faites-vous partie de ceux qui sont impliqués dans la politique depuis longtemps ou issus de la société civile peut-être?
Alors, je suis issue de la société civile, je suis enseignante à Vidauban. Par contre, je viens d'une famille de Vidauban. Mon père était très impliqué dans la principale municipalité de cette ville. Et j'ai toujours voté à gauche. Et en 2017, en fait, j'avais toujours dit que je militerais. Et quand mes enfants ont été plus grands, eh ben, j'avais lu le programme dès 2008 pas du parti de gauche, du Front de gauche, qui m'avait vraiment convaincue. Et donc, j'ai cherché sur Internet où étaient les militants qui me représentaient. Je suis allée les rencontrer et je me suis mise à militer avec eux. Voilà, on vous connaît un petit peu mieux. Merci beaucoup en tout cas d'être intervenue sur l'antenne de CNews. Sabine Cristofani Viglione, donc candidate NUPS aux législatives dans la 4e circonscription du Var. Bonne campagne à vous. On remercie également Stéphanie Rouquier pour la réalisation de ce duplex. William Tay est revenu en plateau avec nous parce qu'on va non pas commenter les propos de la candidate, mais rester dans le sujet par rapport à l'opinion aussi des Français sur les législatives. On parlait de la gauche et justement, selon un sondage Ipsos Soprasteria pour le journal Le Parisien, regardez, 57% des Français jugent possible que la gauche soit majoritaire à l'Assemblée nationale. La NUPS représente d'ailleurs à leurs yeux la principale force d'opposition devant le Rassemblement national. Ça a l'air de ne pas vous étonner. Non, si vous voulez, c'est un sondage supplémentaire, mais on voit que de toute façon, les Français ont des idées politiques nettement plus séparées, nettement plus claires que la majorité présidentielle veut le faire croire. Il y a des Français de gauche, il y a des Français de droite, et quand on voit des élections locales, la France est clairement rose ou bleue. Il y a une poignée de confettis jaunes désormais pour la REM, mais ça montre qu'il y a des clivages auxquels sont attachés les Français. Et on dit que les Français sont plutôt de droite républicaine, mais ils sont très heureux de voter à gauche quand des candidats de gauche se présentent. On voit que le coup génial que Mélenchon a fait à l'issue de cette présidentielle fonctionne et répond à une certaine attente de cet électorat de gauche finalement. Il y a une attente sociale dans le pays, il y a une attente bien vue sur le pouvoir d'achat, il y a une vraie inquiétude. On évoquait tout à l'heure les difficultés de fin de mois. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'Emmanuel Macron a choisi une femme de gauche première ministre. C'est pas rien, elle vient pas de la galaxie de droite. Et donc Elisabeth Borne représente la gauche social-démocrate, comme Olivier Dussopt, Olivier Véran ou d'autres, François Rebsamen, qui m'ont dit qu'ils voteraient Macron, et François Patriat, qui le soutient depuis un certain nombre d'années. Le problème, c'est est-ce que les Français vont vouloir voter pour un attelage qui est mené par Jean-Luc Mélenchon, qui n'a pas été au deuxième tour de la présidentielle, je vous le rappelle quand même, c'était Marine Le Pen. Donc il y a quand même un attelage fait de briques de broc. Tout à l'heure, on parlait de wokisme, de cancel culture, de communautarisme. Sandrine Rousseau, c'est pas tous les Verts, c'est pas la gauche non plus républicaine qui est là dans cet attelage. Donc on voit bien qu'il y a un vrai problème, sans doute qu'il y a une vraie aspiration pour plus de social, plus d'égalité, plus de justice. On le vit tous les jours au quotidien. On entendra deux autorités sur cette thématique. Juste après le rappel des titres, il est déjà 16h15. Adrien Spiteri. Le nouvel archevêque de Paris prendra officiellement ses fonctions lundi lors de vêpres à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Archevêque de Lille depuis 2008, il avait été nommé par le pape François le mois dernier. Leonardo aurait été limogé. Le directeur sportif du PSG a, selon des sources au club, été remercié hier soir lors de la soirée de la célébration du 10e titre national et l'annonce de la prolongation de Kylian Mbappé. Une décision qui augure l'ouverture d'une nouvelle page dans le club de la capitale. Le Portugais Luis Campos semble être le favori pour lui succéder. Et puis l'Allemagne livre les États-Unis en lait en poudre pour bébés. Depuis plusieurs semaines, le pays est confronté à une pénurie. Grâce à cette aide européenne, le lait en poudre pour bébé devrait toutefois réapparaître dans les rayons des magasins dans quelques jours. Allez, on écoute Samuel Fitoussi et William Tay sur cette faisabilité d'une majorité de gauche à l'Assemblée nationale selon les Français. Je crois que Mélenchon a raison de dire voter pour moi Premier ministre. C'est une formidable façon de mobiliser son électorat. Même si on le rappelle qu'on n'élit pas un Premier ministre. Hein. Mais de fait, c'est vrai, si NUPS a la majorité, il sera Premier ministre. Et aussi, on peut saluer le tour de force que ça représente, parce que Mélenchon a fait 21% au premier tour,
il n'était même pas au second tour. Marine Le Pen a fini avec 42%. Et pourtant, c'est Mélenchon qui incarne dans les esprits la première force d'opposition politique aujourd'hui. C'est assez incroyable. Mais le sondage que vous avez montré, indiquant que 57% des Français pensent que NUPES peut gagner les législatives, ne veut pas dire grand-chose. Au fond, avec un système à 2 tours, c'est a priori, selon tous les instituts de sondage, LREM qui aura la majorité absolue, d'autant que l'électorat mélenchoniste, par exemple les banlieues, se démobilisent beaucoup entre la présidentielle et les législatives. Mais ce que ça veut dire par contre, c'est qu'il y a une crainte dans la population d'une victoire de Jean-Luc Mélenchon, pour ceux qui ne sont pas sympathisants avec lui, évidemment, et donc une mécanique de vote utile se mettra en place qui favorisera Emmanuel Macron. Et puis on précise que 76% de ces sondés sont d'accord pour dire que c'est une stratégie de personnalisation de Jean-Luc Mélenchon en fait qui est exagérée en fait et qui dessert peut-être aussi l'ensemble des idées et des autres composantes aussi de ce mouvement. Il y a plusieurs points sur la question de la gauche et sur Jean-Luc Mélenchon. Un, il a réussi un tour de force incroyable, c'est qu'il est arrivé 3e. Il apparaît aujourd'hui comme celui qui est le plus en dynamique, même par rapport à Emmanuel Macron et par rapport à Marine Le Pen. Marine Le Pen et même le bloc cumulé de droite avaient fait plus de 40%. Et ils sont complètement inexistants, que ce soit LR, Reconquête et Marine Le Pen. Sur la question de Jean-Luc Mélenchon, il faut différencier 2 points. 57% des Français disent que la victoire de la gauche est possible. Ils ne disent pas que ce soit souhaitable. Et c'est ça la grande différence, la question. C'est-à-dire qu'éventuellement, ce qui peut se passer dans des seconds tours, parce qu'en fait, ce qui se joue dans les circonscriptions des élections législatives, c'est que vous avez 577 élections. Et dans ces élections-là, est-ce que les électeurs de droite vont sauver un électeur de Macron pour faire barrage aux électeurs de gauche? Et c'est pour ça que la stratégie de personnification de Mélenchon est dangereuse, en fait. Est-ce que si la gauche était plurielle et peut-être portée par un social-démocrate classique, peut-être qu'il battrait un candidat de la République En Marche, parce qu'un électeur de droite ne voterait pas pour un électeur de la République En Marche pour battre un candidat de gauche normal républicain. Mais pour battre Jean-Luc Mélenchon, qui est le pire épouvantail pour un électeur de droite, peut-être qu'il se mobilisera. Et c'est en ça que la stratégie de Jean-Luc Mélenchon a un point fort, parce qu'il mobilise le cœur électoral de la gauche, mais c'est pour ça qu'il peut subir au second tour pas mal de fronts républicains avec des électeurs de droite qui les battraient, en fait, pour les faire battre et pour les empêcher d'avoir une majorité absolue. Alors, est-ce que Jean-Luc Mélenchon peut avoir la majorité? Oui, il peut l'avoir. Est-ce que c'est probable? C'est plutôt improbable. On verra ça, les 12 et 19 juin. On vous réinvitera pour en discuter. On passe à un autre sujet. On l'a connu plus réservé par le passé. Laurent Wauquiez s'est montré très offensif cette semaine. Il y a la polémique liée à la suspension des subventions de la région au monde de la culture, notamment dans les villes de Lyon et de Grenoble. On y reviendra dans quelques minutes. On revient d'abord sur ces dernières déclarations qui concernent la sécurité. Selon Laurent Wauquiez, Lyon est la ville la plus dangereuse de France. Que fait le maire de Lyon? C'est la question qu'il a posée cette semaine. On va revenir sur ses propos et les réactions avec Quentin Gribel. Pour Laurent Wauquiez, il n'y a aucun doute. Lyon est devenue la ville la plus dangereuse de France. Notre ville, j'y suis né, on y vit. Lyon est même plus dangereuse que Saint-Denis maintenant. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes s'appuie sur le classement d'un site internet. Lyon y figure au premier rang des villes les plus dangereuses de France, avec 8,2% de sa population victime d'un crime ou d'un délit. Mais Laurent Wauquiez ne s'arrête pas là et s'en prend même directement à Grégory Doucet. Que fait le maire de Lyon? Il est là depuis 2 ans, il n'a même pas fini une pauvre étude pour savoir si les caméras de vidéoprotection de Lyon marchent. Ces attaques interviennent alors que le président de région a annoncé en début de semaine la réduction de certaines subventions accordées à la ville de Lyon. Une décision vivement critiquée par Grégory Doucet, qui semble maintenant avoir un nouveau sujet de discorde avec Laurent Wauquiez. Et en direct avec nous, Renaud Pfeffer, bonjour, merci d'être l'invité de CNews cet après-midi. Vous êtes vice-président délégué à la sécurité de la région Auvergne-Rhône-Alpes et je précise que vous êtes également maire de Mornan dans le Rhône. Laurent Wauquiez donc ne mâche pas ses mots, on l'a dit, même si on savait déjà qu'entre lui et le maire écologiste Grégory Doucet, ça ne se passait pas de façon très apaisée. Oui, bonjour, oui, Laurent Wauquiez n'a pas mâché ses mots, mais la réalité, c'est qu'il n'a dit que la vérité. Aujourd'hui, moi je vois en tant que vice-président en charge de la sécurité de la région et habitant à côté de Lyon, à Mornan dans le Rhône, les Lyonnais sont exaspérés, les commerçants, les associations, les chefs d'entreprise, les maires d'arrondissement, je pense notamment Pascal Blage dans le 6e arrondissement ou Pierre Oliver dans le second, qui m'ont saisi en disant voilà, aujourd'hui tous les jours dans nos mairies, les gens viennent se plaindre parce qu'ils ont été agressés, violentés, les voitures fracassées, les personnes âgées arrachage de colliers, des quartiers de Lyon sont devenus des zones de non-droit, je pense à la Guillotière, à la Duchère, où les choses se règlent plus à coups de poing, mais à coups de Kalachnikov, donc les choses ont vraiment changé.
Et on sait pourtant, enfin en tout cas certains disent qu'ils ont l'impression que Laurent Wauquiez a décidé de s'attaquer plus largement aux maires écologistes. Qu'est-ce qu'il a l'intention de se payer ces maires écologiques, pour utiliser une expression familière? Moi, je pense que Laurent Wauquiez a décidé de dire la vérité. Aujourd'hui, la région accompagne des centaines de collectivités en les équipant en vidéoprotection, en équipement de police municipale, en système de lutte contre les attentats, et encore tout un tas de dispositifs. Et le maire de Lyon a refusé la main tendue de la région, qui a proposé 1 million d'euros à la ville de Lyon pour l'accompagner dans ces équipements pour lutter contre l'insécurité qui gangrène petit à petit tous les quartiers de la ville. Aucun quartier n'est malheureusement épargné. Et c'est vrai que le maire de Lyon est totalement inactif, dogmatique et sectaire. En fait, le sujet de la sécurité n'est pas un sujet du maire de Lyon. Au contraire, je pense qu'il veut faire de la politique politicienne, lui, en laissant les gens enfermés dans une forme de violence que notre ville subit. Mais au-delà de la politique politicienne, justement, quel est l'intérêt d'un président de région de se fâcher, entre guillemets, avec certains maires? Finalement, le maire gère ses administrés et sa commune comme il l'entend. Mais la réalité, c'est que Laurent Wauquiez ne se fâche avec aucun maire. Les maires, au contraire, soutiennent sa politique en faveur de la sécurité. C'est le maire de Lyon qui refuse de protéger les Lyonnais. Et Laurent Wauquiez, qui est très attaché à la ville de Lyon, dit « ça suffit, monsieur le maire, réveillez-vous, sortez de votre sectarisme, sortez de votre dogmatisme, les Lyonnais n'en peuvent plus ». On a des témoignages tous les jours, la police nous alerte, la police municipale de Lyon est en grande difficulté, baisse des effectifs, manque d'équipement, manque de considération. Bref, aujourd'hui, la ville de Lyon est abandonnée sur le sujet de la sécurité par le maire de Lyon, et Laurent Wauquiez alerte très fortement le maire de Lyon et lui demande de se ressaisir, et il est urgent qu'il se ressaisisse. On ne peut pas laisser une ville si belle, notre ville de Lyon, avec sa culture, son passé, son patrimoine, ses quartiers, ses associations, au proie des bandes, des deals, des trafics et des violences. Malheureusement, on parle d'insécurité dans d'autres villes de France et on n'entend pas, par ailleurs, de pression mise par d'autres présidents de région sur les villes concernées. La différence avec la ville de Lyon, c'est que le maire de Lyon ne fait rien pour lutter contre l'insécurité. Il a proposé des cours de théâtre entre les policiers et les voyous. Il a dit qu'il fallait mener des actions de prévention, ce qu'on fait d'ailleurs. La région finance des actions de prévention pour la ville de Lyon. Aujourd'hui, c'est juste que le maire de Lyon et toute la municipalité écologiste et d'extrême gauche à Lyon est dans un déni. Et aujourd'hui, après 2 ans d'expérience et d'exercice du pouvoir, ça peut plus être du déni. C'est intentionnel. C'est-à-dire, il y a une complicité réelle entre la municipalité de Lyon, une complicité passive entre la municipalité de Lyon et les voyous qui gangrènent la ville. Merci d'être intervenu pour nous apporter ces précisions. Renaud Pfeffer, je rappelle que vous êtes vice-président délégué à la sécurité de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et je précise également que nous avons tenté de joindre la mairie de Lyon qui, jusqu'à 7h, n'a pas répondu à notre invitation pour entendre leur point de vue. Merci à vous d'avoir été l'invité de CNews. On va poursuivre la discussion sur cette thématique sécuritaire et aussi sur la polémique sur les subventions à la culture à Lyon et à Grenoble, supprimées, ou en tout cas envisagées d'être supprimées par Laurent Wauquiez dans un instant. À tout de suite. Bientôt 16h30, on va poursuivre en plateau la discussion entamée avec cet élu de la région lyonnaise pour parler des déclarations de Laurent Wauquiez en matière de sécurité et la suppression des subventions allouées à la culture. Mais d'abord, le flash info d'Adrien Spiteri. Les États-Unis sont toujours confrontés à une pénurie de lait en poudre pour bébés. Face à cette situation, plusieurs pays européens, dont l'Allemagne, se mobilisent pour leur venir en aide. Selon les autorités américaines, le lait en poudre pour bébés devrait réapparaître dans les rayons des magasins américains dans quelques jours. À Shanghai, les transports publics reprennent partiellement. Après près de 2 mois de confinement dû au Covid-19, les restrictions sont progressivement levées dans la mégalopole chinoise. 4 des 20 lignes de métro de la ville ont redémarré ce dimanche. Et puis, c'est un soulagement pour tous les Parisiens. Kylian Mbappé reste au PSG. Annoncé avec insistance au Real de Madrid, l'international français continuera finalement son aventure avec le club de la capitale jusqu'en 2025. Une annonce faite hier soir au Parc des Princes à l'occasion de la dernière journée de Ligue 1.
Allez, on en revient à notre discussion sur Laurent Wauquiez, donc qui n'a pas mâché ses mots, n'a pas mâché, il les a lâchés aussi, hein, ça on peut le dire. On sait que les relations donc sont tendues. Comment vous interprétez cette attaque frontale de Laurent Wauquiez vis-à-vis de maires écologistes ? Vous posiez, Barbara, la question à cet élu, quel est l'intérêt de Wauquiez de prendre de telles positions ? Je vous rappelle qu'indépendamment de sa fonction de président de région, il y a un truc à Paris, un machin qui s'appelle les Républicains, un parti totalement en déshérence et qu'il est nécessaire et urgent de reconstruire. Et il se dit que Laurent Wauquiez aimerait retrouver son fauteuil de patron des Républicains, comme ça avait été le cas dans le passé. Rappelez-vous juste qu'à l'époque, il avait été jugé un peu trop à droite par certains qui avaient fui le bateau en ombre, parmi lesquels Valérie Pécresse, parmi lesquels Xavier Bertrand, parmi lesquels plusieurs têtes du parti. Depuis, il y a eu la vague Zemmour qui a montré qu'on pouvait être un peu plus radical encore. Et donc Wauquiez pourrait, à cette faveur-là, refaire son retour aux Républicains. Et c'est aussi une occasion de montrer qu'un président de région, ça a les mains dans le cambouis, qu'un président de région peut prendre des décisions qui ont une efficacité, couper les vivres, les subventions à une ville importante comme Grenoble pour les histoires de burkini dans les piscines, ou comme Lyon, si ça continue à chauffer. Ça peut avoir des conséquences réelles et ça peut peut-être, et ça c'est un bras de fer qui va être passionnant à observer, ça peut avoir des conséquences sur la politique municipale de ces villes en question. Jusqu'à influer sur les législatives ? Non, ça je pense pas. Non. Ça me fait aussi. Ouais, pour revenir sur Lyon, je pense qu'on aurait tort de dire que le maire de Lyon ne gère pas le dossier insécurité. Il le gère et sa gestion l'aggrave. Parce qu'on parle là... C'est pire, vous enfoncez le clou alors. Oui, on parle là d'une gauche qui a pour vision l'idée que... qui a pour idéologie l'idée que une justice ferme serait une forme de domination inacceptable qui créerait de la délinquance, que toute forme de répression crée de la délinquance, et que pour lutter contre la délinquance, il faut passer par toujours plus de politique sociale et moins de prison, par exemple. Et donc c'est porté par les Verts, mais c'est aussi porté, et on en parle, Grégory Doucet a bon dos, mais on en parle trop peu. Par exemple, Emmanuel Macron, pendant le débat de l'entre-deux tours, s'est déclaré lui-même opposé à l'exécution des peines de prison de courte durée, je crois inférieures à 2 ans. Et si on veut régler le problème de l'insécurité, ça passera par régler ce problème de la surpopulation carcérale et de l'exécution des peines courtes, car quand la justice ne joue pas son rôle dissuasif, on laisse les délinquants entrer dans un engrenage de délinquance et de violence, etc. Et c'est ça qui gangrène les villes comme Lyon aujourd'hui, et c'est un sujet prioritaire, et qui devrait peut-être même être prioritaire par rapport au sujet dont parle Macron toute la journée, qui est l'écologie, et c'est très bien, il a raison d'en parler, mais si on vit dans une planète où on se fait agresser tous les 10 mètres dans la rue, ce sera de toute façon pas une planète agréable à vivre. Indépendamment de cet épisode-là, on le sait bien, les thématiques, la politique sécuritaire, c'est une question extrêmement délicate pour les élus écologistes. Oui, non, mais les élus écologistes... On dirait ne savent pas comment s'attaquer au problème. Si, ils le savent, mais s'ils n'ont pas la bonne réponse, en fait. Je pense que Samuel Fitoussi a bien résumé la politique écologique en matière de sécurité, des écologistes en matière de sécurité. C'est que globalement, en fait, ils ne veulent pas régler le problème. On n'a ce problème-là uniquement à Lyon, vous avez le même problème à Bordeaux, à Marseille, et même dans les endroits où ils sont des alliés exécutifs, notamment aux socialistes. On a le même problème exactement avec Anne Hidalgo à Paris, parce qu'elle est alliée avec les Verts. Et donc il y a une forme d'idéologie dans la réponse sécuritaire. Ils ne veulent pas répondre par la fermeté, ils veulent répondre en tendant l'autre joue. Et c'est ça qui est inacceptable pour une partie de la population locale. Et c'est pour ça que Laurent Wauquiez agit. Parce que Laurent Wauquiez, en fait, ce qu'il fait, c'est de la politique avec un grand P. Il remet de la politique qui n'est non pas une politique de gestionnaire, où vous êtes là pour baisser ou augmenter uniquement les impôts locaux, ou de distribuer quelques subventions à quelques associations. Il décide d'agir en faveur de ses citoyens. Il est président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et donc il répond à une double défaillance. Une défaillance d'un point de vue local du maire de Lyon qui ne voudrait pas répondre à la question de la délinquance et à la question de la sécurité, parce qu'il y a des vrais problèmes à Lyon. Quand on se rend à Lyon, dans certains centres-villes, notamment dans certains quartiers, c'est quand même très difficile de se rendre tranquillement. On se souvient aussi des vidéos de ces fameux Dalton qui sillonnaient la ville et qui faisaient la une de l'actualité. Ou la visite de Bardella dans le cadre de l'émission de Morandini. Il y a plein de problèmes à Lyon, et donc du coup, il faut y répondre. Donc une défaillance de Grégory Doucet comme maire de Lyon, mais également une défaillance de l'État qui ne répond pas à la problématique de sécurité. Dans la plupart des grandes métropoles, vous avez une accumulation des violences et des problèmes. L'État est absent et le maire de Lyon est absent. Et c'est pour ça que du coup, en dernier ressort, les habitants ont dû alerter Laurent Wauquiez sur cette question, parce que c'est le dernier ressort à pouvoir agir. Je crois que Laurent Wauquiez a raison d'intervenir en tant que président de région. C'est son rôle d'essayer de fédérer les opposants à une ville qui se déconstruit. Avant, on parlait de Lyon, de la banlieue de Lyon qui était une banlieue
enflammé, une banlieue de délinquants, je vous rappelle, Villeurbanne, Vénissieux, ces incendies à chaque fois au premier de l'an, et ces meurtres, et ces crimes, et ces délits. Aujourd'hui, c'est Lyon-Centre, et pourtant Lyon est une ville bourgeoise qui mérite aussi une vie économique apaisée et aussi une capacité pour ses habitants d'être tranquilles. Et puis, ça a bien été dit, Laurent Wauquiez et peut être, et il en a l'étoffe, le chef de file de LR déconstruit. Et ça, c'est aussi un enjeu. Et puis, il y a un enjeu de laïcité. Je vous rappelle que Valérie Pécresse, en Ile-de-France, a fait voter aussi une charte de la laïcité. Elle refuse toute subvention aux associations qui ne signent pas cette charte de la laïcité. Donc, il y a une vraie réalité sur les régions pour qu'elles soient plus économiques, plus réactives, plus démocratiques. Et là, il y a un enjeu politique sur le territoire et au-delà du territoire. Je vous rappelle la première mesure qu'a prise le maire de Lyon juste après sa prise de fonction il y a 2 ans, c'est d'instaurer l'écriture inclusive pour tous les documents municipaux. C'était la priorité des priorités vraisemblablement dans la ville de Lyon. Quelques semaines plus tard, les élections législatives municipales ayant lieu au printemps, avaient lieu le 14 juillet et ce même maire de Lyon a refusé que sa ville soit survolée par la patrouille de France comme elle le fait traditionnellement pour le 14 juillet. Au nom du climat, il n'a pas voulu ce défilé aérien. Ça illustre effectivement ces doctrinaires, ces idéologues que nous avons dans différentes villes. On a le cas à Paris aussi, où Madame Hidalgo et ses équipes s'illustrent par des politiques hors sol qui ne correspondent absolument pas à la réalité quotidienne des vrais gens, de vous, de moi. Et c'est une sorte de monde magique parallèle dans lesquels aucun problème n'existe vraisemblablement, et cela aura des conséquences, on le voit déjà, terribles, mais qui pourraient être à terme franchement néfastes si on ne peut pas les enrayer d'une façon ou d'une autre. Et c'est pour ça que l'action de Laurent Wauquiez est louable à plus d'un titre. Oui. Alors cet épisode sur le thème de la sécurité vient s'ajouter à l'affaire des subventions liées à la culture. Cette semaine, Grégory Doucet a vivement attaqué Laurent Wauquiez sur ses décisions donc, de la région de réduire drastiquement de nombreuses subventions pour le monde culturel lyonnais. Précision de Laura Cambeau. Les attaques se multiplient entre Grégory Doucet et Laurent Wauquiez. La dernière vient du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce qui me dérange avec Grégory Doucet et son équipe d'extrême gauche, c'est que ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, immédiatement ils les traitent de fascistes. Je n'aime pas les tartuffes en politique. À l'origine des tensions entre le républicain et l'écologiste, la suppression par la région de subventions culturelles pour Lyon. Des aides d'un montant total de 2 millions d'euros qui devraient être supprimées dès la semaine prochaine. À cette annonce, Grégory Doucet tire à boulet rouge. Attaquer la culture, c'est par ça que commencent tous les régimes fascistes. Sur Twitter, il explique. La Villa Gilet perd un tiers de ses ressources. L'Orchestre national de Lyon et les biennales voient leurs subventions régionales diminuer de moitié. Le musée Tony Garnier risque de fermer. Laurent Wauquiez est accusé de faire du règlement de compte politique contre ses opposants. Cette semaine, il a coupé les subventions à la ville de Grenoble après que le conseil municipal a voté l'autorisation du port du burkini dans les piscines municipales. Samuel Fitoussi, là, la réponse est frontale aussi. C'est comme ça que commencent les régimes fascistes. C'est la défense, en tout cas, du maire écologiste. Ouais, moi je pense que le danger fasciste, il est plutôt dans la prolifération du clientélisme islamique et de l'autorisation du burkini, etc. Parce qu'il faut bien voir qu'on n'est pas dans un phénomène, avec le burkini par exemple, auquel Wauquiez s'oppose, on n'est pas dans un phénomène statique. Aujourd'hui, le burkini est évidemment un phénomène mineur en France, c'est pas important. Le problème, c'est qu'on crée une tendance. Et en fonction de ces tendances actuelles, c'est un pas par pas où on en sera dans 15 ans. Rappelons qu'à la piscine, si aujourd'hui, évidemment, les femmes choisissent librement de porter le burkini, si dans 10 ans, elles sont 10 fois plus nombreuses à le porter, ça empiétera sur la liberté de celles qui ne veulent pas le porter, de ne pas le porter. Donc on a là un gros problème, et parfois, je pense que Laurent Wauquiez a raison de défendre ça fermement, de ne faire aucune concession, et de penser que pour défendre la liberté, il ne faut pas autoriser la liberté de ceux qui détestent la liberté. Est-ce que ça n'apparaît pas quand même comme de l'autoritarisme aussi? On coupe le robinet des subventions, c'est un geste qui peut être certes efficace concrètement, mais c'est un bras de fer au niveau de l'image que ça donne aussi, c'est politiquement peut-être dommageable. C'est un bras de fer politique. Après, c'est vrai que c'est assez violent, mais ça montre aussi que la vie politique peut peut-être encore exister un peu. Ensuite, que ce soit le monde de la culture qui en pâtisse.
Avec derrière des Je emplois, serais des curieux, théâtres qui ferment et des je ne employés connais pas l'affaire, je serais très curieux de connaître la programmation culturelle de la ville de Lyon, avec toute cette doctrine écolo extrémiste qui se diffuse dans tous les décrets municipaux. Je serais curieux de savoir quelles sont les programmations qui sautent avec la fin de ces subventions. C'est vrai que c'est violent, mais en même temps, ça peut marquer les esprits. C'est violent, c'est pas dramatique. Oui, mais c'est pas... Je sais pas si c'est vraiment violent, parce qu'en fait, on vit une période qui est différente. On n'est pas dans la même période qu'avant où on gérait la chose publique par le consensus. Aujourd'hui, pour remettre de l'action politique, il faut avoir de l'autorité et de la force. Et ce que fait Laurent Wauquiez, c'est qu'il prend des décisions fortes où, normalement, d'habitude, quand vous aviez un exécutif de gauche qui passait à droite, l'exécutif de droite gérait les choses traditionnellement et perpétuait les trucs la politique publique de la gauche. Ce que fait Laurent Wauquiez, c'est qu'il refait exister les valeurs de droite, en fait, sur des éléments de politique. Quand il décide de combattre Éric Piolle, c'est ce qu'attendent les électeurs de droite. Que Laurent Wauquiez, comme président de région, combattent les dérives d'Éric Piolle. Quand il combat Grégory Doucet, c'est que les électeurs de droite qui élisent Laurent Wauquiez et qui lui permettent d'être président de région combattent les dérives sectaires de Grégory Doucet. Ce qu'attendent les électeurs de droite, c'est que Laurent Wauquiez combatte les dérives des ayatollahs verts. Ils se réapproprient le combat politique dont on a accusé les Républicains de l'avoir oublié. D'avoir abandonné. C'est un double enjeu. C'est à la fois le combat au niveau local pour les habitants de Lyon ou les habitants de Grenoble, mais également un combat qui est national. Parce que ce qu'ont oublié la droite, et notamment ce qui a conduit à notamment cet échec de Valérie Pécresse, c'est que la droite a oublié de penser, oublié de réfléchir dans le monde dans lequel on vit. Pour réfléchir, il faut à la fois mener un combat culturel le combat culturel précède la victoire politique. On a dit la même chose du Parti Socialiste dans le même temps. Exactement, c'est ce qui s'est passé pour les deux. Et donc du coup, ce que fait Laurent Wauquiez, c'est qu'il mène un combat culturel pour permettre de faire montrer notamment qu'un président de région a le pouvoir de faire changer les choses et le pouvoir de changer la vie. S'il est incapable de changer les choses au niveau régional, au niveau local, comment il peut prétendre à redresser la droite au niveau national, encore moins d'être président de la République? Donc il doit montrer au niveau local qu'il est capable de combattre Éric Piolle. Parce que si vous ne battez pas Éric Piolle et vous ne battez pas Grégory Doucet, qu'est-ce que vous allez faire contre Vladimir Poutine? Oui, alors attendez, pardon, parce que redresser la droite, la mission avait déjà été confiée à Laurent Wauquiez il y a quelques temps. Oui, mais justement, sur ces questions-là, peut-être qu'il a appris de ses erreurs et peut-être qu'aujourd'hui, il doit mener en fait la révolution qui est tendue. Ce qui s'est passé lorsque Laurent Wauquiez a perdu, notamment au moment des élections européennes, c'est qu'en fait, une partie des électeurs de droite considérait qu'il n'allait pas changer les choses. Et je pense qu'il a compris notamment les grandes évolutions contemporaines. Quand vous regardez au Royaume-Uni, ils ont mis Johnson, qui a été traité de fasciste, de je ne sais pas quoi par la gauche, mais qui a mené une politique qui était claire. La droite qui a gagné aux États-Unis, c'est celle de Donald Trump. Et donc vous avez une évolution, notamment des électeurs de droite, et ce qui a conduit à l'arrivée d'Éric Zemmour en France, au score de Marine Le Pen, qui demande beaucoup plus d'autorité, beaucoup plus de force pour mener une révolution culturelle et politique à droite pour combattre 40 ans d'insécurité, de déclassement et de laxisme. Moi, ce qui m'étonne, c'est quand on n'est pas d'accord avec certains maires écolo ou NUPES, on est un fasciste, voire un naziste. C'est quand même un peu court comme débat politique. L'argument vient des deux camps de temps en temps. Écoutez, les deux camps s'accusent mutuellement de fascisme. Je trouve que c'est un peu court et que certainement Laurent Wauquiez a des raisons laïques et républicaines de ne pas donner ce type de subvention. Je ne connais pas comme Jonathan la programmation. Il faudrait aller dans le fond des dossiers. Un président de région ou une présidente de région, il y en a des très engagés en matière d'économie et dans la culture, ne font pas ça de manière légère. On ne supprime pas 2 millions d'euros de subventions. Derrière, il y a, comme vous l'avez dit, des associations, il y a des programmations. C'est pas si simple que ça. Il faudrait qu'on connaisse un peu mieux le dossier. Certains disent aussi que peut-être que la région va mal économiquement et qu'il s'agit peut-être de retrouver des fonds. Je ne sais pas. Ceci étant, dès le début de la crise, Laurent Wauquiez a mis le premier, avec Valérie Pécresse, les moyens sur la table pour aider les entreprises. Dont acte pour lui. Et puis sur la question de la programmation et de la subvention culturelle, ça doit répondre à plusieurs impératifs. Est-ce que la programmation, est-ce que le budget des centres culturels et de l'Opéra de Lyon dessert à tous les habitants? Et notamment, est-ce que répond aux différentes problématiques et missions? C'est ce que dit la région. La région dit qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que Lyon et qu'on est juste dans une redistribution. C'est-à-dire que lui doit opérer un équilibrage entre Lyon et les différentes communautés, notamment la France périphérique, donc éloignée de Lyon. Après, il y a un deuxième élément sur la question du fascisme et des ayatollahs verts. C'est que quand vous assistez à un débat, c'est ce que je conseille à toutes les personnes, les débats sont publics. Regardez un débat, ce qui se passe au conseil municipal de Lyon. Est-ce que Grégory Doucet écoute ses opposants, notamment à Lyon? Est-ce que Pierre Emerick écoute à Bordeaux ses opposants à Bordeaux? Est-ce que Anne Hidalgo à Paris écoute ses opposants à Paris? Et quand vous êtes dans une thématique qui est non pas sectaire et qui est purement idéologique, ils n'écoutent jamais leurs opposants et dès qu'il y a un argument qui est posé sur la question budgétaire, sur la question des politiques publiques, ils disent une seule chose, un seul argument pour couper court à tous les débats, vous êtes des fascistes. On termine là-dessus sur la thématique. On s'arrête 1 minute pour le Flash Info et puis on aborde un sujet un petit peu plus léger.
Kylian Mbappé qui reste au PSG. Ce sera tout de suite après Adrien Spiteri. Emmanuel Macron demande aux pays membres de l'OMS de condamner l'agression russe en Ukraine. Un message lancé par le président dans un message vidéo à l'ouverture de l'Assemblée mondiale de la santé. Il appelle tous les États membres à soutenir, je cite, la résolution présentée par l'Ukraine. Elisabeth Borne défend la réforme des retraites. Dans une interview accordée au JDD, la nouvelle première ministre dit vouloir ne pas mentir aux Français. Selon elle, le passage de la retraite à 65 ans est indispensable pour assurer le financement de notre modèle social. Et puis le réalisateur français Arnaud Desplechin présidera le jury du Festival du cinéma américain de Deauville. L'événement aura lieu du 2 au 11 septembre prochain. Actuellement en compétition au Festival de Cannes avec Frères et Sœurs, Arnaud Desplechin succède à Charlotte Gainsbourg, présidente du jury en septembre dernier. Allez, 8 minutes pour parler foot, c'est assez rare dans 90 minutes info week-end, on ne doute pas notre plaisir. Il était donc courtisé depuis des mois, mais malgré les avances du Real Madrid, Kylian Mbappé a donc décidé de rester au PSG. Il a annoncé qu'il prolongeait jusqu'en 2025 son aventure parisienne. On écoute les précisions de nos collègues d'Infosport avant d'en discuter. Si c'est Paris, mon gars ! C'est un événement que ses supporters n'oublieront pas. Notre histoire s'écrit ici. Ici, c'est Paris. Un match victorieux, un 10e titre de champion de France et le soulagement de voir Kylian Mbappé prolonger au PSG. Ah, j'y croyais plus. Hein. Là, il y a 2 semaines, je pensais que c'était fini. Ça me fait vachement plaisir, même s'il a pris beaucoup de temps à le dire, parce que c'est un mec de Bondy, il doit parler vite. Voilà. Si c'est Paris, tu parles vite, tu prolonges, il n'y a pas débat, parce que Paris, c'est dans notre cœur. Une grande soirée pour le club, qui conclut sa saison en battant Metz 5-0, dont un triplé du génie français. L'heure était aussi au départ. L'Argentin Ángel Di María a fait ses adieux au Paris Saint-Germain. Le directeur sportif Leonardo devrait suivre la marche, lui qui a été limogé hier soir. La prolongation d'Mbappé, un nouveau chapitre pour le club parisien. Direction la victoire en Ligue des Champions. Voilà, c'est donc une nouvelle page qui s'écrit en quelque sorte pour le club, enfin rassuré sur le sort évidemment de son attaquant star, mais qui se sépare aussi de son directeur sportif, Leonardo, limogé sans doute pour avoir échoué à remporter la Ligue des Champions. Je vous propose, messieurs, avant d'entendre vos réactions, je sais que vous trépignez, sauf un sur ce plateau, de nous dire ce que vous en pensez. Si les fans parisiens se réjouissent, on les a entendus, en tout cas les Espagnols, eux, qui ont cru jusqu'au dernier moment, font grise mine. Écoutez leur réaction. Maintenant, je ne veux plus qu'il vienne au Real Madrid. Ce n'est plus la peine. Mbappé a joué sur les 2 tableaux. D'abord, il voulait venir à Madrid, et maintenant, pour de l'argent, il reste au PSG. Je n'ai plus d'intérêt pour Mbappé. Je pense qu'à ce stade, l'argent ne compte pas beaucoup pour lui, car je ne pense pas qu'il ait des problèmes financiers. Je ne pense pas qu'il ait des problèmes pour boucler les fins de mois. Je pense que c'est plutôt un problème politique, financier, du propriétaire du PSG ou du Qatar. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire à l'équipe du Real Madrid. Il aurait pu être utile, peut-être. Il aurait fallu le vérifier. Mais sans lui et sans son argent, sans ses compétences et son art, nous sommes en finale de la Ligue des Champions et je pense que nous allons la gagner. Alors Jonathan Sixou, rassuré ? Ah mais alors complètement. Vous avez la bonne personne en face de vous, Barbara, voilà. pour Yann commenter. Mbappé, Jonathan Sixou nous a dit, je ne sais pas qui c'est, évidemment c'est une blague, mais bon. Non, j'avais entendu son nom, mais, mais si vous voulez, le sport constitue dans son ensemble un désintérêt total pour moi. C'est très bien. Alors que ces 3 autres messieurs sont tous fans du PSG. Alors, messieurs, Samir Fitoussi. Moi, je me réjouis de cette prolongation. J'étais au stade hier soir, donc j'ai vu son triplé. C'est un joueur exceptionnel et on peut que se réjouir de l'avoir dans le championnat français. Après, la vidéo des supporters espagnols est assez drôle. Je comprends qu'ils se sentent lésés, d'autant que ça fait plusieurs années en fait que le Real Madrid courtise Mbappé. Même quand il avait 18 ans, le Real Madrid avait fait. C'est la rumeur, le serpent de mer. Et en plus. Kylian Mbappé a en fait utilisé le Real Madrid pour faire monter les enchères auprès du PSG. Et donc, je comprends leur agacement, mais moi, personnellement, je me réjouis de cette prolongation. Bon, messieurs. C'est la plus grande clim de l'histoire pour le Real Madrid. C'est bien fait pour eux. Ils nous ont pris avec... Alors, on reste fair play, attention. Ils nous ont pris avec arrogance et par supériorité.
Et le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé ont montré qu'il y avait une fierté française et une volonté de redressement et que la flamme éternelle de la résistance ne s'éteindra pas. Et oui, il y a quand même un gros chèque à la clé quand même. Hein. Oui, mais bien sûr, au Real Madrid, il aurait été payé par des coquillages et par des aides sociales, c'est évident. Mais pourquoi est-ce que je pense que c'est un événement majeur ? En fait, ce qui se joue au-delà d'Mbappé, c'est pas uniquement la question sportive, la question du supporter du Paris Saint-Germain. Un peu quand même, parce que les Qataris aimeraient bien gagner la Ligue des Champions. Pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron s'est impliqué sur ce dossier personnellement ? Pourquoi ? Parce que c'est un phénomène qui dépasse le sport. Kylian Mbappé, moi je le suis depuis plusieurs années, est peut-être l'un des meilleurs joueurs et peut-être un des plus grands sportifs en termes de potentiel de tous les temps. C'est à peu près l'équivalent de ce que vous avez en NBA comme LeBron James ou Michael Jordan ou Tiger Woods au golf. Et en fait, c'est pour ça qu'en fait, il y a une telle implication. Parce que pour un pays comme la France, qui a un génie français, et pouvoir le garder chez nous, notamment en vue des Jeux Olympiques, qui soit notre figure de proue en vue des Jeux Olympiques à Paris en 2024, est un élément fondamental. Et pourquoi est-ce que ça... Vous pensez que c'est l'argument qui a convaincu Kylian Mbappé, il y a les JO à Paris en 2024 ? Bon, finalement... Ça fait partie des éléments qui... Il prolonge jusqu'à 2025, donc après les JO 2024. Oui. Et pourquoi est-ce qu'il y a un autre élément qui est important ? C'est parce que ça renverse la domination qu'avaient les clubs espagnols sur nous depuis plusieurs années. Pendant plusieurs années, vous aviez Cristiano Ronaldo au Real et Lionel Messi au Barça qui battaient régulièrement les équipes françaises. Et le maintien d'Mbappé en France permettra de dire aux générations des jeunes footballeurs français qui grandissent dans la région parisienne ou même globalement en France de dire vous pouvez réaliser vos rêves, vous pouvez devenir le meilleur joueur du monde en restant en France, et ça permet d'être positif pour le PSG, pour la Ligue 1, le championnat français, et pour la France. Et on a battu le Real, et on a battu l'Espagne. On peut rester très fier d'un joueur français, quand bien même il jouerait dans un club étranger. Comme Benzema, par exemple. Oui, c'est mieux s'il est en France, parce que quand on est à la fierté d'être française, on ne veut pas voir que la Ligue 1 soit battue régulièrement par les championnats anglais, les championnats espagnols. On préférait que notre championnat français domine le monde. Et quand on a une fierté d'être française, comme Kylian Mbappé, on reste au Paris Saint-Germain pour s'imposer chez nous. Allez, la parole à un autre grand fan du PSG. Ouais, c'est un beau champion, c'est un garçon exceptionnel. Regardez le sourire qu'il a, c'est un bel exemple. Il n'y a pas de mauvaise publicité sur cet homme. Je crois que c'est un beau symbole pour Paris et peut-être c'est le symbole qui nous permettra de gagner la Ligue 1. C'est important, la Ligue des Champions, je veux dire, c'est quand même important. Oui. Non, je veux dire la Ligue des Champions. C'est important parce que c'est vraiment une locomotive, c'est une colonne vertébrale. Moi, je suis un supporter de base. J'ai beaucoup d'admiration pour cet homme et son parcours, et je crois que c'est un élément de valorisation de Paris. On rappelle qu'il n'a que 23 ans. Il repousse encore une fois les limites financières aussi de ces contrats des joueurs aujourd'hui. Alors, somme pharaonique, on parle de 100 millions, une prime de 300 sur le renouvellement du contrat. Bon, faut faire cadeau, ça. Oui, mais on s'interroge souvent sur les salaires des sportifs en disant ils gagnent beaucoup. Mais s'ils gagnent beaucoup, c'est parce qu'ils ont un talent exceptionnel et que d'autres ne peuvent pas le faire. Il y a beaucoup de joueurs qui s'impliquent sur la question sportive et notamment du sport professionnel, mais il n'y a pas tout le monde qui a le niveau de Kylian Mbappé. Et quand il y a un joueur français qui est peut-être le meilleur joueur du monde, il faut être heureux, notamment qu'il soit français, et notamment qu'il nous ait permis de nous ramener une Coupe du Monde, et peut-être qu'il nous ramènera une deuxième Coupe du Monde. Alors à la attention, fin de là, vous allez fâcher quelques-uns qui vont vous rappeler qu'un pénalty a été raté. Nous ramènera la Coupe du Monde. Et donc du coup, et souvent on pose la question des sportifs, mais il faut être heureux quand des Français réussissent à la fois en France et dans le monde. Il faut être heureux notamment aussi que des gens veulent nous l'avoir, nous l'acheter, nous l'acheter, et qu'on arrive à le maintenir chez nous. Pour une fois, c'est pas nous qui le payons non plus, William Tay. On n'est pas tout seul dans cette affaire. On trouve toujours un problème en disant oui, mais peut-être que s'il est resté, c'est pour l'argent, mais peut-être qu'il y a aussi le projet sportif. Peut-être que ramener la première Ligue des Champions à Paris aurait été exceptionnel. Il ne faut pas prendre en compte uniquement les arguments des clubs espagnols, et il faut arrêter de nous dévaloriser. Et parfois, il faut être fier de réussir. Je suis évidemment complètement d'accord. Et rappelons aussi que cette saison, le Real Madrid avait battu le PSG en Ligue des Champions, notamment grâce à une erreur d'arbitrage manifeste, une faute sur le gardien parisien qui n'avait pas été sifflée, qui avait conduit à un but. Donc réjouissons-nous de cette revanche. Ça fait du bien parler foot, Jonathan Sixou. C'est sympa. C'est sympa. Je vous réinvite avec plaisir. Merci en tout cas à tous les cas d'avoir été les invités de 90 minutes info ce dimanche. Merci à vous. Je vous souhaite une belle fin de journée. À suivre Jean-Pierre Elkabbach et son émission Repères.